Bonjour à toutes et tous et merci pour, votre présence, à ce webinaire. Alors nous sommes Roby et Valérie. Nous sommes ensemble et présents aujourd'hui pour 30 minutes sur le webinaire autour de la qualité des données. On va laisser arriver un petit peu tout le monde, tous les inscrits, donc on va vous parler, logistique. À droite, un bandeau pour, participer au chat. Si vous avez des questions à poser, nous avons un de nos collègues qui est derrière son clavier et qui répondra à vos questions. Et puis pendant le webinaire, on va aussi vous proposer 2 sondages. Donc prenez le temps de bien lire les questions et de jouer le jeu et de participer parce que c'est intéressant pour tout le monde, pour nous et puis pour vous qui participez puisqu'on va, ouais, merci, la petite lumière, super qui va bien, voilà. Et on partagera aussi les résultats du sondage à tout le monde donc c'est sympa pour tous. Donc bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors Roby, pourquoi est-ce qu'on parle de data qualité aujourd'hui? Oui, pourquoi la data quality? C'est une bonne question. En fait, la data quality, c'est les problèmes de qualité sur les données, c'est la non-qualité et la non-qualité dans les données, ça a des impacts partout, autant sur les opérations que sur l'évolution des entreprises. Sur les opérations, par exemple, avoir les mauvaises informations dans le système, avoir des informations manquantes, hem ça a plein de conséquences. Ça peut avoir des coûts directs, ça génère des coûts directs. On paye des express, on refabrique les pièces, on refait le travail qu'on avait déjà fait. On pensait avoir fini, mais en fait, il faut repasser des heures sur un projet ou sur une activité particulière, à cause de la non-qualité. Ça génère plein de process administratifs supplémentaires et ça génère aussi des coûts cachés avec des longueurs dans les délais d'exécution, donc dans le temps que les choses prennent à faire. On a l'impression que ça s'est passé très vite, mais en fait, ça met beaucoup plus longtemps qu'attendu. Ça génère des problèmes, d'enregistrement multiples, qui vont en fait créer une réserve de problèmes pour la suite. Et puis, ça génère un travail, très répétitif avec des tâches qu'on refait inutilement plusieurs fois. Et donc, c'est un environnement de travail qui est assez frustrant et difficile. Et donc, à la base des problèmes de qualité dans les données, ça diffuse partout, ça crée des problèmes. Et aussi pour les entreprises, prendre des décisions sur des informations incomplètes ou incorrectes, ça peut se révéler très coûteux. On peut se concentrer sur les mauvaises activités, on peut se tromper dans la planification, faire des gros écarts de réalisme dans ce qu'on entreprend. Et puis, ça se traduit par des pertes, par des performances qui sont moins bonnes que ce qu'elles devraient être. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, ça paraît totalement évident. C'est un secret pour personne, mais c'est un problème qui est pas souvent adressé. Et quand on fait des projets data, quand on met en œuvre des données sur des projets data, 80 du temps est passé sur la préparation des données et pas forcément avec les bons outils. Donc ce travail de préparation, il est le reflet directement, il est le reflet direct de problèmes de qualité dans les données. Et 80 du temps, c'est important. Et donc, si on a des outils qui sont plus adaptés, qui sont plus puissants, qui permettent de manière plus simple de résoudre des problèmes assez génériques de qualité, on peut faire des gains très importants. On a des exemples où on a des clients qui ont comparé une solution comme Teledata avec des scripts qu'ils avaient écrits en Python. Ils ont constaté 2 heures de travail avec Teledata contre 10 jours avec les scripts en Python. Donc il y a des différences énormes en termes de performance quand on utilise le bon outil pour résoudre des problèmes de qualité. Donc aujourd'hui, on va vous parler de tout ça. On vous a un peu expliqué quels sont les coûts cachés, les coûts de la mauvaise qualité. On va vous parler de data quality. On va aller un petit peu plus en détail parce que la data est partout. Effectivement, tout est data aujourd'hui. On accumule, des quantités de données et leurs sources sont multiples. Pour prendre un exemple, le CRM pour gérer vos clients, il y a certaines données dedans.
Puis si vous avez un site internet marchand, il y en a d'autres qui peuvent être complémentaires, de votre CRM. Et puis la comptabilité ou le contrôle de gestion dispose également de données qui sont différentes et complémentaires par rapport à ce qui existe, ce que vous pouvez avoir dans le CRM ou sur le site internet marchand, bien évidemment. Et c'est pas que, du CRM ou du site marchand. Du côté des industriels, on a des données qui viennent de Ouais, capteurs, on a des données qui viennent de systèmes de production, de RP, de toutes les activités des entreprises créent de la data absolument. et la data s'accumule. Exactement, elles s'accumulent. Donc les sources sont différentes, hein, comme on vient de vous le dire. Enfin le la quantité effectivement d'endroits où sont les données est importante, mais il y a aussi les endroits où elles sont stockées. Donc ça peut être, prenons toujours l'exemple du CRM. Vous avez certains CRM où les données sont stockées dans le cloud du fournisseur du CRM. Donc là, ça fait une première zone de stockage. Et puis vous avez par exemple vos clouds d'organisation, donc ça fait un deuxième système de stockage. Donc là, on voit que déjà en plus de la multiplicité des endroits où sont les informations, leur stockage peut être fait à différents endroits. Et puis les formes. Les formes sont aussi variées, histoire de rajouter un petit peu de délice, à la qualité des données. Et vous pouvez avoir les données qui sont, dans les bases de données, qui peuvent être ou bien des fichiers directement, ou alors des extractions qui sont en fait des fichiers, mais des extractions qui viendraient d'autres sources. Donc on a une variété de sources, de stockage et de formes. Et donc quel est le besoin et quel est l'intérêt aujourd'hui de disposer de toutes ces données? C'est de mieux comprendre son marché, ses clients, sa production pour les sites industriels, l'évolution de ses clients, de ses ventes, de ses prestations, bref, d'analyser. Et pour bien comprendre, pour analyser correctement, il faut souvent croiser ces données. Et c'est là où effectivement, commencent, on va dire les premiers problèmes autour de la non-qualité des données. C'est que selon le grand principe de garbage in, garbage out, si vous voulez faire une bonne analyse pertinente, bah, il faut de bonnes données et la palisse n'aurait pas dit mieux. Donc la première étape sur la qualité des données, c'est l'humilité. Oui, bizarre de dire ça, mais effectivement, il faut se mettre en posture basse. Il faut en effet accepter la réalité qui est: «OK, mes données ne sont pas de bonne qualité, je ne le vois pas, mais il faut que je parte de ce postulat-là, de cette première hypothèse». Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de données, de plus en plus de sources, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce qui rend le contrôle et la gestion des données de plus en plus complexes et la fiabilité vraiment délicate. Donc, pourquoi est-ce que la data quality est important aujourd'hui? Et que c'est une problématique où on sent qu'il faut s'y pencher, mais qu'on ne voit pas forcément, c'est que d'abord les données sont saisies souvent par des humains. Humains, on n'est pas infaillible, donc premier problème au niveau de la qualité des données, où là il peut y avoir des erreurs. Ensuite, vous pouvez avoir un autre exemple, c'est mauvais encodage. Il y a une information qui passe d'un système à un autre, elle perd un zéro en route. Bon, bah, là, c'est comme ça et donc vous avez de la mauvaise qualité. Et puis il y a un problème de non-qualité dont Roby va vous parler tout à l'heure, qui est quand les données sont presque doublons, où il y a presque des erreurs, où c'est approchant. Par exemple, Durand avec un D ou avec un T. C'est la même chose ou pas, on ne sait pas. Pour Excel, si vous mettez Durand avec un D, Durand avec un T, il va vous dire que c'est pas la même chose. Mais si vous utilisez des solutions où il y a de l'intelligence artificielle dedans, avec de la logique floue, là, on va pouvoir vous rapprocher ces 2 données et vous dire: «Bah, attention, peut-être que Durand avec un D et un T, c'est peut-être la même chose». Donc et même certains outils un petit peu sophistiqués comme certains scripts, de toute façon, vous aurez du mal à identifier et à rapprocher des données où il y a une ou 2 lettres d'écart. Alors, comment passer de aveugle à voyant? C'est un peu le sujet et l'objet de notre webinaire aujourd'hui parce qu'il existe des solutions et ce webinaire est l'occasion pour nous de vous partager, nos convictions et notre conviction chez Tell of Data et de vous présenter les méthodes et les différentes approches qui utilisent donc de l'intelligence artificielle, hein, comme on a commencé un petit peu à le voir, de la logique floue et qui permettent de travailler surtout facilement sur la qualité de données. Donc avant de passer la parole à Roby, je crois que c'est notre premier Ouais, sondage. on a un petit sondage maintenant. Voilà, ouais, donc prenez le temps, donc il s'est ouvert sur votre droite, affichez le petit volet si vous ne le voyez pas. Et Donc puis si tout le monde répond, on aura le moyen d'avoir un bon benchmark. C'est ouais, voilà, intéressant de voir, la intéressant, répartition de tous les participants. exactement, exactement. Ce sera aussi intéressant c'est intéressant pour nous tous, hein, pour vous et pour nous. Donc voilà et donc pendant que vous êtes en train de finir de répondre au sondage, rapidement les étapes de la qualité des données. Je veux bien que tu avances. Voilà, donc 3 séries de chevrons, les chevrons de couleur grise. C'est que
pour mener une bonne politique de qualité des données, d'abord, il faut poser un diagnostic. Donc, c'est-à-dire découvrir et auditer vos données. Est-ce qu'il y a des données manquantes, des doublons, des presque doublons, des données aberrantes? Bref, toute cette étape-là, c'est fondamental. On commence par ça. Ensuite, les 2 autres chevrons de couleur bleue, c'est là le cœur du réacteur de la mise en qualité des données et c'est là où vous allez croiser les données, toutes vos sources. C'est ici que vous allez rassembler, nettoyer, corriger, enrichir. Roby va vous en parler dans quelques instants. C'est ici, à cet endroit-là, que vous allez passer de données brutes à de l'information pertinente, qualifiée et fiable. Et enfin, les dernières étapes, c'est la validation et la restitution. Vous validez les corrections qui sont éventuellement proposées par l'outil, par la solution, et puis dans la restitution pardon, de solutions, ou bien vous remettez en production les données qui sont corrigées, sous bien sûr en respectant les règles de gouvernance de votre organisation, ou bien vous restituez à travers des tableaux, des reportings et de la visualisation. Ouais, là, on est en train de parler de data vis, de data visualisation, de tableau de bord, d'éléments visuels ou de reporting, où on est en train de montrer le résultat, le résumé ou les données validées, et diffusées dans l'organisation, ouais. Ouais. Et donc, Roby, toi de ton côté, je te passe le relais pour échanger sur le cœur du réacteur de la mise en qualité. Voilà, c'est ça. Moi, je vais parler de trois volets qui ont attrait à la correction et à l'enrichissement des données. Et je vais commencer par la problématique du nettoyage des données. Donc, on plaisante un petit peu en parlant de l'ère du nettoyage industriel, mais pas tellement, pas tant que ça, parce que quand on voit chez nos clients les pratiques qui étaient possibles pour nettoyer les données, on peut travailler dans une certaine primitivité et on a vraiment un changement d'échelle quand on utilise un outil adapté pour, pour passer à un fonctionnement industriel. Donc, par exemple, ici, je suis en train de vous montrer l'exemple de séparer les flux, d'avoir d'avoir des données qui sont, qui sont séparées. On prend les données en entrée et on fait un nœud de validation dans lequel on va dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Donc là, par exemple, s'il manque une date, si, il y a un problème sur la nature d'un nom de famille, d'un numéro de téléphone, là, j'étais en train de dire que ces données-là n'étaient pas bien et donc je veux les isoler, je veux pouvoir les traiter séparément et donc je peux par exemple ici, j'ai un exemple où j'ai, des données qui ont des problèmes sur les dates. Donc Elles toutes les sont dates. celles qui sont en rouge là sous l'écran, hein. C'est ça. Toutes les données qui sont en rouge, ce sont des données pour lesquelles les dates présentent un problème. Donc je les ai séparées et je les ai isolées. Et ici, j'ai des données qui sont dans le bon format et qui ne présentent pas de problème. Donc je vais pouvoir traiter séparément les données qui ont des problèmes sur la date, des données qui sont dans un format correct et je vais pouvoir les corriger ou les exclure ou renvoyer la liste par mail à la bonne personne en disant merci de bien vouloir corriger ces données sont un problème. Et je vais pouvoir identifier le problème et puis probablement le rectifier ou le faire rectifier. Une autre chose que je vais pouvoir faire, c'est de visualiser les problèmes parce que quand je suis en train de regarder des longs listings comme ça, je ne vois pas les problèmes. Et donc j'ai besoin de visualiser et donc je vais utiliser plusieurs approches existent. Il y en a une qui va juste, consister à me donner de l'information visuelle, donc à me dire, il manque 35 des dates de traitement et si je double-clique sur la petite barre grise, je vais pouvoir isoler, toutes les lignes pour lesquelles, il n'y a pas de date de traitement. Ou par exemple ici, j'étais parti d'un listing avec du texte, donc du texte brut. L'outil a détecté automatiquement qu'il y avait une colonne avec des emails, qu'il y avait des numéros de téléphone, des codes pays. On a une grande variété de formats qui sont reconnus, des formats standards, des codes EAN, des adresses, des noms de localités, des prénoms, des choses comme ça. L'outil est capable de reconnaître la nature des colonnes et donc est capable de me dire que bah, il y a un certain pourcentage de numéros de téléphone qui ne sont pas dans un format valide. Donc ça, je peux visualiser tout de suite la qualité des données, demander à l'outil un rapport flash
Il va produire un rapport flash sur les données, me dire là où il y a des problèmes. Et donc, j'ai une information visuelle que j'aurais pas juste en regardant les données. Si j'ai 100 000 lignes ou 1 million de lignes, je vais pas pouvoir vraiment avoir une information très, très précise sur le pourcentage. Et une autre opération que je peux faire, c'est de faire une data visualisation, donc de créer un graphique à la volée pour visualiser un petit peu des informations. Donc, par exemple, ici, j'ai demandé les catégories de véhicules, combien j'ai de lignes par catégorie de véhicules, et tout de suite, je vois ce que tu décrivais tout à l'heure, Valérie, c'est la présence de doublons. Oui, on Donc, voit que c'est écrit de différentes façons, autant berline que break. Il y a pas mal d'originalité dans les orthographes. bah oui, 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 parce que ça a été saisi à la main, peut-être pas par les mêmes personnes, peut-être qu'il y a eu des oublis, qu'on bispace de trois orthographes différentes. Donc ça, en visualisant, j'ai accès tout de suite à l'information et je peux voir la répartition, je peux identifier les problèmes. Et donc là, les problèmes sautent aux yeux et ensuite, je peux décider de les corriger. Donc, j'ai des outils pour les corriger, ces problèmes, avec un outil comme Teledata, parce que je peux demander de l'assistance avec de l'intelligence artificielle qui va me permettre de détecter automatiquement les doublons et puis de superviser la résolution des doublons. Donc, je vais en parler un petit peu plus loin. J'ai pas mal de méthodes différentes et d'options pour dire comment je veux détecter les doublons. Et je vais pouvoir isoler, par exemple, là sur Break, je vais pouvoir voir dans mes données combien j'ai d'orthographes différentes et combien j'ai d'enregistrements qui ont ces orthographes. Et puis je vais pouvoir dire à l'outil, bah, en fait, oui, Break, je veux que ce soit écrit comme ça, bah, tous les autres, je vais les remplacer par la bonne orthographe. Donc je vais pouvoir faire ça de manière supervisée, de pouvoir corriger mes données et d'automatiser le remplacement. Ça, c'est un exemple, c'est une approche possible pour dédoublonner mes données, corriger des problèmes de qualité. Il y en a plein d'autres. Et ce qui est bien, c'est quand on peut s'en servir juste en piochant dans un menu et en n'ayant pas du paramétrage trop compliqué, que tout est pris en charge par l'intelligence artificielle. Oui, Donc, avec effectivement la parenthèse est intéressante. Là, Roby, c'est des fonctions qui sont disponibles, qui sont prêtes à l'emploi. Il y a rien à faire, on prend, on clique et ça exécute. c'est ça, je pioche dans un menu et j'applique tout de suite les traitements et ça me permet en fait de fonctionner dans une boucle et on va le voir tout à l'heure, en fait, le schéma avec les chevrons qu'on vous a montré, en réalité, il est itératif. Je peux affiner mes traitements, commencer par le 80-20, commencer par les problèmes les plus voyants, les plus gros, les corriger, et puis ensuite j'affine, je rajoute un autre traitement et je commence à faire les finitions avec des traitements de plus en plus précis sur des problèmes de plus en plus mineurs, et je peux comme ça converger vers des données de bonne qualité dans lequel j'ai résolu tous mes problèmes de qualité. Donc ça, c'est un premier aspect, le nettoyage des données. Et ce que je peux avoir besoin de faire aussi, c'est d'enrichir mes données. Parce que la valeur des données, c'est notamment de pouvoir croiser des sources différentes et de pouvoir mettre sur une ligne plus d'informations en piochant l'information dans une autre source, en croisant avec une autre et en pouvant offrir une vue très détaillée d'un client, d'un achat, d'une livraison, de pouvoir enchaîner ensemble des informations. Et ça, bon, on connaît tous le VLOOKUP sous Excel ou la jointure avec SQL. On a des méthodes assez primitives Ou en la fait recherche V. voilà, la recherche V, c'est ça. Et donc, on a des méthodes assez primitives pour rapprocher des données, mais on arrive assez facilement à en buter parce que, par exemple, dans cet exemple, j'ai un listing de travail avec lequel je travaille sur des produits alimentaires. Et vous pouvez imaginer les autres colonnes. J'ai des informations sur les ventes ou des dates de livraison ou des dates de péremption ou tout ce que vous voulez. Vous avez d'autres données, mais en tout cas, le nom du produit, vous avez envie de le rapprocher avec une base de données officielle qu'on va appeler référentielle. Et elle est dans un format différent. Elle a le nom du produit dans une colonne, la marque dans une autre. Vous avez des séparations avec des virgules pour des synonymes de la marque, donc ça ne se présente pas vraiment de la même manière. Et là, on parle aussi de golden data, c'est la data officielle centrale.
et en fait, vous avez des informations précieuses que vous avez envie de rapatrier. Vous allez pouvoir faire des contrôles, ou vous allez pouvoir enrichir vos données ou compléter les données ou les corriger. Vous allez pouvoir piocher le nom officiel du produit ou de la catégorie alimentaire dans la base centrale. Et donc toute la question, c'est comment est-ce que je rapproche ce listing de travail de mon référentiel? Comment je fais? Parce que le référentiel, il fait 1 million de lignes, parce que j'ai tous les produits européens et moi, j'ai un listing. Je ne vais pas m'amuser à aller faire des recherches à la main pour chacun de mes termes dans mon listing, qui lui est peut-être assez long aussi, dans le grand référentiel. Donc, ça en pratique, en fait, beaucoup de gens mettent ce genre de problème sous le tapis parce qu'on ne peut pas. Mais en réalité, on peut. On peut en créer en référentiel et en paramétrant comment est-ce qu'on veut enrichir les données. Donc vous pouvez dire: «Je veux faire des correspondances exactes». Je veux faire des inclusions, je veux que cette colonne-là soit contenue dans telle autre colonne de mon autre base de données. Ou je veux faire des correspondances approchées, donc Valérie était en train d'en parler tout à l'heure et ça ressemble un peu au sujet des doublons, parce que vous pouvez avoir des orthographes assez proches pour des choses qui sont en fait la même idée, la même chose, la même entité. Donc vous pouvez faire des correspondances en disant: «Je voudrais une correspondance approximative. Oui, ça m'intéresse de rapprocher ces 2 listings, sur une correspondance approximative». Donc peut-être demander la meilleure ou toutes les correspondances possibles, ou faire un rapprochement phonétique. Donc on l'a vu tout à l'heure avec, les breaks, comment ça se prononce en français, durant, avec un T ou un D, la prononciation française, elle va permettre de voir que c'est la même chose, enfin que c'est on peut se poser la question. Ou juste une proximité sur les voyelles ou que les consonnes, l'ordre des consonnes. Et vous pouvez dire: «Bah, moi, je veux utiliser cette colonne-là», et rapprocher sur plusieurs colonnes à la fois dans un autre listing. Donc tout ça, ce sont des options, un petit peu comme je vous montrais tout à l'heure, de la définition de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Ce sont des options, vous cochez sur des cases, vous choisissez des options, et puis, ça vous permet d'enrichir les données en croisant plusieurs sources. Et donc dans l'exemple qu'on était en train de regarder, ici j'ai mon listing, de départ avec mes produits, avec une référence à leur marque, et en fait, Teledata a instantanément rapproché ça de produits dans mon référentiel. Donc le Delpierre saumon fumé sauvage, il a trouvé une correspondance parfaite. Je lui ai dit: «Je veux rapprocher la colonne produit de product name et brands», et il a trouvé, saumon fumé sauvage Delpierre, une correspondance absolument parfaite. Donc j'ai la golden data que je voulais récupérer, elle est là. Et en fait, il m'a mis un indice de confiance. C'est une feature que Valérie aime beaucoup. Il y a un Oui. indice de confiance qui dit, ça c'est j'ai 100 de confiance, c'est un très bon rapprochement. Et puis je peux avoir un dégradé dans l'indice de confiance, et je pourrais peut-être, dans mon traitement, dire: «Bah, à partir de 80, c'est peut-être pas bon», ou mettre un seuil à partir duquel, je regarde, je fais valider par un opérateur, ou qu'il y a quelqu'un qui vérifie. Mais là, j'ai des orthographes qui sont différentes. Là, vous voyez, par exemple, nos régions du Talent, foie gras du Périgord à l'ancienne. Le rapprochement a été fait avec foie gras du Sud-Ouest à l'ancienne, nos régions du Talent. Donc en fait, on est bien en train de parler du même produit, mais on se serait cassé les dents si on cherchait une correspondance exacte. Ça aurait pas fonctionné. Et c'est là effectivement où toute la différence et la puissance d'une solution qui embarque de l'intelligence artificielle, comme celle dont on vous parle, où, cet indice de confiance que j'aime beaucoup permet de dire: «Bah, voilà, là, c'est vraiment la même chose, c'est exact, donc c'est, indice 1 et c'est 100. Et puis il y a des petites différences, mais ça permet de gagner un temps fou puisqu'en fait, concrètement, tout ce qui est différent de 1, vous ne pourriez pas le rapprocher, sous Excel, par exemple, avec une formule de recherche V, et avec une correspondance exacte. Donc c'est là où effectivement les outils, avec de l'intelligence artificielle, ouvrent des possibilités, des perspectives. OK, on va faire un autre sondage? Exactement. Deuxième petite pause, donc il s'est ouvert, hein, là, il y a quelques instants. On vous laisse le temps de lire les questions et pareil, voilà, jouer le jeu pour nous tous, et c'est intéressant aussi pour ceux qui participent, comme vous au webinar, de pouvoir se situer, dans ce paysage de la data quality. Je te repasse le relais.
Ouais, oui, oui. Alors, là, je vais finir avec le troisième volet pour l'automatisation du travail. Euh, Parce que ça, c'est vraiment aussi un aspect qui est très important, c'est la possibilité de ne faire le travail qu'une fois et de voir son travail réutilisé. Donc, le genre de traitement dont j'ai parlé, le nettoyage des données, le dédoublonnage, la réconciliation, l'enrichissement avec des référentiels ou d'autres sources de données, en fait, une fois que j'ai défini ce que je voulais, je peux le lancer en appuyant sur un bouton play en disant bon, je veux lancer ce traitement. Mais je peux aussi le programmer pour dire, par exemple, le premier jour du mois, le dernier jour du mois, les lundis, mercredis, vendredis, toutes les 2 heures, etc. Je peux le planifier. Et, et donc, j'ai plus besoin d'être devant mon ordinateur. Le traitement va se lancer tout seul. Et donc là, je sors complètement d'une dimension manuelle où je répète un nombre fou de fois la même chose, à faire la même chose. Là, je suis libéré. J'ai plus besoin de définir le traitement. Je l'ai fait une fois. Je peux construire dessus. Je peux en faire d'autres ou je peux l'améliorer. Et je peux le réutiliser. Je peux faire que le traitement se fasse sans que je sois là, juste en cliquant dans l'interface. Et donc ça permet d'accéder à tout un tas d'applications, comme par exemple des alertes par mail. Je peux avoir un envoi d'alerte quand il y a des données de mauvaise qualité qui ont été détectées, mettre en pièce jointe les données à problème. Ça veut dire que je peux envoyer du reporting automatiquement, des données qualité, des KPI qualité, des choses comme ça. Je peux faire un pare-feu qualité pour attraper les problèmes avant qu'ils aillent dans la base de données de travail. Euh, J'accède à un outil automatique opérationnel qui me permet de travailler dans des conditions beaucoup plus confortables et beaucoup plus simplement. Et pour aller plus loin, un autre aspect de l'automatisation, c'est au niveau de la documentation. Donc, pour pouvoir expliquer ce que fait mon traitement, j'ai juste besoin d'appuyer sur un bouton et il y a une documentation qui est téléchargeable. Je télécharge la documentation en appuyant sur un bouton et je peux la donner à quelqu'un d'autre et ça explique le traitement. Et ça, effectivement, c'est aussi une des différences entre une solution comme celle qu'on vous propose et comme celle qu'on vous présente aujourd'hui, avec des outils un peu plus standards du marché, par exemple Excel. Hein, si vous faites des traitements sur Excel, pour pouvoir passer le relais à quelqu'un d'autre, il faut que vous documentiez, notamment quand vous êtes obligé d'écraser vos formules pour que ça devienne une valeur qui sera ensuite la source d'autres calculs. Donc là, vous serez obligé dans ces cas-là, de documenter vous et de prendre du temps. Avec, effectivement la solution dont on parle et les solutions qui embarquent de l'intelligence artificielle, c'est l'outil qui documente tout seul et c'est quand même un temps, très précieux qu'on n'a pas à passer à documenter le travail qu'on est en train de faire. Voilà, et la dernière application automatique, c'est du côté des tableaux de bord. Je peux faire des tableaux de bord, construire très rapidement des tableaux de bord et en fait, comme ils sont adossés à la préparation de données, ils seront toujours à jour. Je les partage avec des gens et j'ai plus besoin de me préoccuper que les tableaux de bord soient rafraîchis, soient mis à jour. Ils seront toujours à jour quand les gens vont venir les consulter. Les données seront toujours fraîches. Donc tout ça, ce sont des épines qu'on m'enlève parce que mon travail devient plus orienté vers des tâches de valeur ajoutée et moins vers de l'admin, des tâches répétitives qui sont nécessaires en fait la plupart du temps pour faire fonctionner le système, mais qu'on peut confier à un ordinateur, dont on peut se délaisser, on peut le déléguer à l'ordinateur. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était le troisième aspect, automatiser son travail. Et en résumé, en fait, on a vu dans les étapes de correction, donc on part dans cette boucle virtueuse où on audite, on corrige, on enrichit, on visualise, on restitue, on audite, on corrige. C'est une roue d'amélioration continue qui n'a jamais de fin et qui permet de faire les choses de mieux en mieux. Et dans ce que je vous ai présenté, c'est autour de la partie corrigée. Euh, et ça rentre dans une roue globale d'analyser les données, de les corriger, d'en extraire, de les analyser, de corriger. On a la possibilité de construire sur ce qu'on a fait et de continuer à progresser sans être en train de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, de manière aléatoire comme ça. On ne va que de l'avant.
Pour aller plus loin et pour conclure, parce que là, on a respecté le timing presque à la seconde près. Donc, Tale of Data est est un éditeur pardon, de logiciels français qui propose une solution en no-code de data quality. Qu'est-ce que ça veut dire le no-code? Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, donc de la DSI au métier de la data, en passant par les opérationnels, et c'est ce qui fait la richesse de la solution. Pour échanger avec nous, Bah oui, on aurait plaisir à voir vos commentaires sur le webinaire. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est joignable sur contact@teledata.com, donc n'hésitez pas. et puis pour terminer, un peu plus de perspective sur l'article de notre blog. Vous aurez le lien qui sera dans la description du webinaire et vous pourrez aussi continuer à creuser le sujet de la qualité des données. Dans tous les cas, merci à tous, merci pour votre présence, d'avoir répondu au sondage et on espère vous voir très bientôt. À Merci. bientôt!